et des investisseurs et des actionnaires importants, dont je fais partie. Donc le métier d'Econocom, moi j'ai démarré ma carrière dans les années 60 chez IBM, où je m'occupais principalement d'équipements, de formation, d'équipements de coding. Et après, je suis allé vendre à des clients des ordinateurs. Et à l'époque, il y a eu un engouement énorme, comme vous le savez, avec beaucoup de demandes d'ordinateurs. Et les clients voulaient d'abord des machines, si possible, pas trop chères. D'autre part, ils avaient besoin d'home system, c'est-à-dire des gens qui savaient gérer l'intérieur des machines. C'est-à-dire, vous avez tous des apps sur votre téléphone. Donc vous avez les différents systèmes. Les clients avaient besoin de programmeurs pour développer. Donc, et à ce moment-là, ont été créées différentes ESN que vous connaissez bien et souvent à qui vous nous comparez, avec en partie raison, mais pas entièrement raison, parce que ces ESN, en général, se sont beaucoup développées autour des hommes, c'est des délégations de personnel, puis des hommes systèmes, puis des gens qui étaient capables de gérer l'infogérance globale des grands clients. Econocom a démarré avant l'heure avec l'économie circulaire, comme dirait mon amie Véronique au premier rang. Mais j'ai commencé par acheter et vendre des ordinateurs d'occasion parce que la demande des clients, c'était on veut des ordinateurs, mais si on peut avoir moins cher, c'est mieux. Donc c'était notre métier. Et puis on est toujours resté autour des équipements. Donc ça fait 50 ans que ça dure. Donc après avoir fait de l'achat-vente d'ordinateurs d'occasion grâce à le banquier de l'époque qui s'appelait Crédit Commercial de France et le Crédit Chimique, on a mis au point des formules de location. Donc on a financé ces ordinateurs d'occasion. Et puis après, on a conseillé nos clients pour le choix des ordinateurs, d'où la distribution. Puis après, on a fait de la mise en œuvre. Dans un premier temps, ça s'appelait de la maintenance. Puis progressivement, c'était de la maintenance plus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de services autour de ces machines. Donc 50 ans après, on est toujours dans le même schéma. C'est-à-dire on aide nos clients à choisir des équipements. On les met en œuvre et on finance. Donc c'est assez simple. Donc on est une ESN. Simplement, par rapport aux autres, on a deux caractéristiques importantes. C'est on vise les équipements et on finance. Bon, c'est un peu compliqué, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Donc ça c'est le métier d'Econocom. Et donc, réaliser que la différence entre les autres, c'est par rapport à tout ce qui est la tech, je ne parle pas des ESN, mais le reste de la tech en dehors des ESN, en général, ont des centres de R&D, développement, recherche, dans tout ce qui est équipement, donc assez poussé, avec des dépenses très importantes. Et il y a aussi du développement de logiciels qui fait partie des grands, quand on parle de tous les grands, les Microsoft, etc., c'est du développement de logiciels et du SaaS. Enfin donc ça, on ne fait pas. Et alors, je vous raconte ça parce que si vous voulez comprendre l'évolution du corps Econocom, on est beaucoup moins hectique, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de poussée vers le haut, retourne en bas, retour en haut, parce que nos trois métiers fondamentaux, il y en a d'autres autour, mais les trois métiers fondamentaux sont quand même, j'allais dire, assez résilients et stables. C'est-à-dire que nos contrats de location, c'est des contrats en moyenne sur 5 ans, donc on a un portefeuille de location important. Les contrats de fourniture d'équipement, Philippe qui est au premier rang, vous confirmera que nos grands clients sont des contrats pluriannuels, c'est souvent sur 5 ans avec l'administration des grands clients. Quand ils choisissent par exemple un type de terminal, ils vont le prendre sur l'ensemble de l'Europe, mais c'est pas sur quelques mois. Et en général, c'est pluriannuel, c'est des gros contrats pluriannuels. Et les contrats de maintenance longue au premier rang, c'est que tous nos contrats, c'est en général 5 ans aussi. Donc, nos métiers de base, ce n'est pas des grosses fluctuations vers le haut ou vers le bas, mais c'est beaucoup plus constant et stable. Donc, en tant qu'investisseur, vous attendez moins à des hauts et des bas puissants et plutôt à des continuités, ce qui est plutôt agréable pour gérer pour l'équipe de direction, parce qu'on a quand même une certaine visibilité, bien qu'il y ait des guerres en Ukraine, et là, c'est des accidents comme Covid ou des crises financières en 2008, avec les conséquences qu'on a connues, 2012, 2013, des récessions, etc. Le graphique, on va vous montrer, mais avant de vous montrer ce graphique, je vais vous présenter l'équipe de direction du groupe, parce que le groupe Econocom, ce ne sont pas des équipements, ce sont des femmes et des hommes. Donc, au premier rang, si vous voulez monter sur scène avec moi, je mets 6 membres du comité exécutif du groupe. Je vais leur demander chacun de dire un petit mot. Peut-être
D'abord, mesdames, Samira. Bonjour, Samira Draoua. Je suis tombée dans le chaudron du numérique, du leasing et de l'informatique il y a presque une trentaine d'années de cela. Donc j'ai œuvré déjà dans une banque verte, ensuite chez un constructeur qui est bleu, et depuis 10 ans, j'ai le bonheur d'avoir rejoint le groupe Econocom, dans lequel j'ai évolué dans différentes fonctions jusqu'à récemment la direction générale en charge de la France. Donc Mathilde Saint-Paul, donc moi aussi, ça fait à peu près 30 ans que je suis dans le métier de la location, où j'ai fait à peu près tous les métiers, en commençant par les métiers de la banque et puis après en évoluant vers la partie numérique. J'ai une particularité, c'est que j'ai passé à peu près 14 ans dans le groupe Econocom, mais je suis quand même une petite nouvelle, puisque je suis revenue chez Econocom fin août. Et c'est pour moi tout un symbole, c'est quelque chose de très important. On ne fait pas la même démarche quand on rejoint un groupe ou quand on y revient. Et si je reviens aujourd'hui dans le groupe Econocom, c'est que je crois fondamentalement à la puissance de ce groupe, à son équipe, à ses hommes. Comme disait Jean-Louis, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Donc moi, je suis en charge aujourd'hui de la partie transverse au niveau du métier de la location. Et en charge directement de toutes les activités de financement d'actifs stratégiques et de refinancement de ces actifs au travers de la captive de refinancement et du métier du refinancement du groupe. Bonjour à tous, Angèle Benguigui, j'ai rejoint le groupe Econocom en 2006 en tant que responsable pays pour l'Espagne, où j'ai eu l'occasion de développer avec des acquisitions et de déployer les 3 activités du groupe. Actuellement, je suis directeur général en charge de l'international. Oui. Pour moi, c'est bon, je suis déjà équipé. Bonjour, Patrick Fenebert, dans le groupe Econocom depuis le mois de mai 2022, alors récent. Responsable en tant que directeur général administratif et financier au niveau du groupe, mais aussi en tant que country manager pour les Pays-Bas. 25 ans d'expérience, j'ai débuté ma carrière chez PwC aux Pays-Bas, 7 ans dans l'audit et dans la transaction services. Et à la suite, j'ai travaillé 16 ans dans un groupe dans le média, Euromedia Group, dont 10 ans en tant que CFO et après co-CEO du groupe. Ravi d'avoir rejoint Econocom en 2022, un groupe très passionnant, beaucoup d'historique, et des équipes très motivées et beaucoup de projets sur lesquels on va avancer des années à venir et dont on va parler avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Philippe Gouliou. Alors j'ai commencé ma carrière, on va dire, dans l'informatique, les produits informatiques. Depuis, alors j'ai toujours. T'es pas le plus vieux, non? Oui, depuis tout petit, mais j'ai pas envie, par pudeur, de donner la date. Alors, je vais donner un indice. Alors, j'ai fait mon premier mémoire technique sur un Apple IIc+. Ça vous donne un peu l'idée du départ de ma carrière. Depuis 15 ans dans le groupe Econocom, en charge de l'activité produits et solutions pour la France, donc dans le périmètre de responsabilité de Samira Draoua. Et depuis quelques mois, en tant que membre du COMEX, je suis en charge de la coordination de l'activité produits et solutions au niveau du groupe. Alors, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné notamment par monsieur Israël Garcia, qui est directeur international adjoint et qui travaille dans le périmètre de monsieur Angel Benguigui, ici présent pour l'international. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Long Lexuan, donc je suis entré chez Econocom il y a 5 ans. 5 ans dans les activités services. Aujourd'hui, je suis directeur général de l'activité Service France. Et depuis le début de l'année, je m'occupe de la coordination des activités services au sein du groupe, pour l'ensemble des métiers. Donc j'ai 23 ans d'expérience dans l'environnement des services numériques. D'abord dans le conseil, ensuite dans les télécoms. Et 12 ans passés chez une ESN Tier 1 sur le marché, où j'ai eu plusieurs fonctions de direction. Donc, ravi d'accompagner le développement d'Econocom dans sa nouvelle étape de développement et ravi d'intégrer ce comité exécutif. Merci. Très bien. Oui. Allez, je vais continuer. Ce que vous voyez à l'écran, donc, c'est les 3 derniers arrivés au comité exécutif. Ça marque un tournant important dans l'histoire du groupe. Quand j'ai créé le groupe il y a 50 ans, il s'appelait ECS, Europe Computer System. J'avais une trentaine d'années et j'étais persuadé que l'Europe, en 10 ans, serait bouclée. Ça a pris un peu plus de temps, mais
et je pense que tous les Français, en tous les cas, en sont contents, la plupart d'entre eux, en tout cas j'en fais partie, elle est vraiment en train de se faire, malheureusement peut-être grâce à quelques événements dramatiques, mais on sent que l'Europe est en train de se faire. En tous les cas, nous, sur le terrain, l'Europe est en train de se faire. Déjà, vous avez vu qu'il y a des renforts hollandais, il y a un Espagnol en face de nous, il y a un Asiatique, il y a quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord, comme Samira. Moi-même, je suis né au Maroc. Donc, l'Europe est vraiment en train de se faire. Et dans nos métiers, ce qui se passe, il y a deux choses. Premièrement, le dernier plan stratégique qui s'appelait Excellence. On visait que nos trois activités de base devaient être Excellence pour qu'il y ait de la synergie entre elles. Quand on est commercial et qu'on représente trois métiers, si jamais il y a une des activités qui ne marche pas bien, les commerciaux ne les présentent pas à leurs clients parce que le relationnel ne leur permet pas. On n'a pas réussi les chiffres à l'époque, on va voir, il y a plusieurs raisons. Il y a des erreurs que j'ai faites moi, il y a aussi le marché qui ne nous a pas tout à fait aidés. Par contre, grâce à Long et ses équipes, les services qui étaient un peu en retard en qualité sont maintenant non seulement en retard, mais en avance parce qu'on est reconnu sur le marché comme vraiment un meilleur ou le meilleur en qualité de delivery dans notre activité principale, qui est l'outsourcing du poste de travail. On s'occupe beaucoup du terminal que tout le monde utilise à travers le monde fréquemment, même un peu trop fréquemment de temps en temps. Et donc aujourd'hui, deux phénomènes. Premièrement, dans les pays, maintenant que ces trois activités sont de bonne qualité, naturellement les gens se rapprochent. Donc il y a une forte synergie à l'intérieur des pays. Et nos grands clients nous réclament, puisque maintenant on est bon, d'être européens. Et donc il y a des fortes demandes, ce qui va expliquer la suite, et Samira vous parlera de la stratégie. Pourquoi on est très confiant? Parce que ce phénomène, on le constate. Donc l'Europe se fait, et à l'intérieur d'Econocom, les trois pays, enfin les trois activités sont beaucoup plus en synergie. Donc les représentants, on a mis au COMEX des représentants les meilleurs aujourd'hui, en tous les cas, la plus grosse taille des trois différents métiers. Vous avez Mathilde, qui est une spécialiste de tout ce qui est financement leasing. Vous avez Long, qui est l'auteur principal, sous les ordres de Laurent Roudy, des succès des services. C'est lui qui a redressé et qui obtient les résultats actuels. Et vous avez Philippe Bouillou, qui est indéboulonnable, parce que tous les ans, il fait un peu plus. Et si vous regardez ce qui s'est passé dans les services cette année, on fait quand même à peu près plus 20% partout. Mais maintenant qu'il est responsable transverse de l'international, bon, on va faire ça à 30% peut-être. Non, je plaisante. Donc c'est une équipe dont je suis très fier, que j'anime, peut-être un peu trop d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où c'est un peu chargé, mais en tous les cas, on s'amuse bien et on va continuer. Dernier point, donc je vais vous guider à travers un graphique un peu compliqué, mais qui, quand on l'a présenté au conseil d'administration il y a 2 jours, a été particulièrement remarqué. Ils nous ont conseillé de vous le présenter. Donc ça, c'est l'histoire d'Econocom depuis 2009. Vous voyez là-bas à gauche, ça pointe ou ça pointe pas? Alors, Marion m'a dit que si ça pointait pas, j'avais inversé. Ah ben voilà, 2009 jusqu'à 2022, c'est ce qu'on vous présente, et nos prévisions, ce qui est nouveau, 2023-2024. Quand vous voyez l'ensemble de la courbe, vous voyez qu'il y a eu d'abord une forte croissance, donc on est passé de 759 millions à presque 3 milliards. Après, il y a une stabilisation, une décroissance, et on repart en croissance. Et nos prévisions, actuellement, c'est de faire 2,850 milliards l'an prochain et 3,1 milliards l'année d'après. Et alors, comment s'est fait cette croissance? Alors, sans dilution, j'insiste beaucoup, parce que c'est un point qui me tient à cœur. Comme vous pouvez imaginer, vous voyez là-haut à gauche, il y avait 181 millions de titres, il y en a 179 millions aujourd'hui, donc je parle hors autocontrôle, donc à l'extérieur. Donc vous voyez que les actionnaires n'ont pas du tout été dilués et qu'ils ont même été bien servis, puisque à l'époque, on distribuait un dividende de 3 centimes, on en montait régulièrement et on atteint aujourd'hui 16 centimes. Vous voyez d'ailleurs que ce dividende, c'est une courbe qui est presque parallèle que celle de l'évolution du résultat opérationnel courant, qui est passé de 29 millions à 139 millions, sans dilution. La plupart de mes concurrents, dont je parlais tout à l'heure, des grosses sociétés, les fondateurs ont beaucoup cru par dilution, que ce soit Atos, Cap, etc. Et donc les fondateurs se sont retrouvés avec 1 ou 2% du capital. J'en ai malheureusement que 50%, mais je m'en contente. Donc parce qu'une autre façon de croître encore beaucoup plus vite, ça serait de faire beaucoup plus d'acquisitions, faire des augmentations de capital. C'est pas ce qui a été fait. C'est pas ma motivation. C'est pas comme ça que l'équipe est motivée.
Nous, on pourrait faire du solide et du long terme. Donc, c'est ce qui se traduit dans ces courbes. À une époque, là, quand on stationnait un peu, il s'est trouvé qu'il y a eu un doute à un moment des marchés financiers en se disant on ne comprend pas, il y a plusieurs activités. Bon, il y en a deux qu'on comprend. Le leasing, where is the beef, quoi. Est-ce que c'est vraiment, quand on parle de nos loyers à recevoir, est-ce qu'il y a vraiment des loyers à recevoir ou est-ce qu'il peut y avoir des anticipations? Et donc l'historique montre qu'il n'y a aucune anticipation, il y a un taux de défaut qui est inférieur à 1%, et donc les contrats qu'on a sur nos livres sont bons. La meilleure façon de le prouver, je me suis aventuré il y a 2 ans, j'ai déclaré, j'ai dit, écoutez, comme il y a un peu de doute, on va ramener la dette nette comptable à 0. Donc vous voyez, la dette, elle montait en fonction des volumes d'affaires et des acquisitions. La période de 2017, il y avait pas mal d'acquisitions. Et donc, on a vendu quelques acquisitions. Donc, cette baisse de chiffre d'affaires est plutôt due à des ventes d'activités plutôt qu'une baisse du chiffre redondant, j'allais dire. Et on est arrivé à ramener la dette nette comptable à 0, c'est-à-dire une trésorerie positive. Et donc là, prudemment, on redémarre dans les contrats autoportés. Et surtout, comme va vous l'expliquer Angel, on redémarre dans les acquisitions parce que notre track record montre qu'on sait faire des acquisitions. Vous aurez tous les détails tout à l'heure, mais vous voyez comment on repart. Donc, je pense que la philosophie du groupe Econocom que j'anime, c'est cette croissance constante dans la durée. Donc, c'est assez différent du marché de la tech, qui est plutôt des croissances fulgurantes avec des arrêts, des fois des disparitions. Je ne tiens pas tellement aux disparitions, mais nous, on a envie de s'amuser, on a envie d'avoir des carrières passionnantes, on a envie d'avoir des managers qui ont des pouvoirs de décision, des pouvoirs de créativité, des pouvoirs de développement. On a envie de servir nos beaux clients. Et je pense que ce graphique vous permet de le comprendre. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Patrick Van den Berg. Merci Jean-Louis. Merci. Merci. Je vais switcher sur les résultats. Les résultats de l'année 2022. D'abord, les résultats au niveau du groupe, et après, on va parler de chacune des 3 activités clés, les activités historiques. Croissance importante au niveau de notre chiffre d'affaires en 2022. Croissance globale de 14,8%, dont 10% en organique et 4,8% en croissance externe, au-delà de notre guidance de 5% qu'on a donné courant de l'année 2022. Notre ROC, le résultat opérationnel courant, a aussi augmenté, avec presque 12 millions, de 127 vers 139 millions d'euros en 2022. Une croissance de 9%, on a gardé notre niveau de profitabilité au-delà de 5%, avec un niveau de profitabilité de 5,1% en 2022, par rapport à 5,4% en 2021. Pour bien comprendre ces résultats-là, c'est important de descendre dans chacune des activités historiques qui ont été mentionnées par Jean-Louis. Commençons par l'activité produits et solutions. L'activité avec le plus grande croissance en 2022, une croissance globale de 27% pour arriver à un chiffre d'affaires de 1,2 milliard, avec un mix de croissance organique à 15% et une croissance par croissance externe de 12%, parce que c'est dans ce métier-là, cette activité-là, où on retrouve le plus d'acquisitions qu'on a fait les 2 dernières années en tant que groupe. Angel va en parler un peu plus, mais ça montre aussi qu'on arrive à trouver un très bon mix entre une croissance organique et une croissance externe. Cette croissance, évidemment, est guidée par un marché avec un bon tenu, aussi par l'inflation qu'on a connue en 2022, et aussi par le début d'une réduction de notre backlog. On a eu une très forte augmentation de notre backlog entre 2020 et 2021, et on a commencé à voir une petite réduction de cette backlog-là courant de l'année 2022. Quand on regarde les résultats opérationnels courants de cette activité-là, il augmente de 45 à 49 millions. On reste à un niveau de profitabilité de 4%, mais on a aussi eu quelques challenges pendant l'année. Parce que, comme beaucoup de secteurs, on a été aussi impacté par des challenges sur le plan logistique, les transports. On sait tous que dans les chaînes de distribution, on a eu des problèmes de fourniture. C'est des sujets que nous, on a aussi évidemment eu pendant l'année 2022, qui a du coup des impacts point de vue opérationnel, mais néanmoins, on a réussi à garder notre niveau de profitabilité en tant que pourcentage à 4% comme mentionné, et ça donnait cette croissance en résultat opérationnel courant pendant l'année.
Sur l'activité de financement, l'activité du leasing, aussi une très belle croissance, également à 12%, dont 10% en organique. Alors la plupart de cette croissance ici, c'est fait par les activités mêmes. Une croissance portée par quelques grands contrats en 2022 en France, mais aussi une croissance tenue par la plupart de nos pays dans le groupe, avec l'aide de notre équipe commerciale. Je mentionne cela parce qu'on a commencé à investir il y a 2 ans très fortement et encore plus dans nos équipes sales, dans les activités TMF. On commence à avoir des vrais effets qu'on voit ici sur notre développement de croissance et notre croissance en tant que chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant suit cette même trend, avec un niveau de profitabilité de 5% et l'augmentation vers un ROC qui est pas loin de 50 millions en 2022. En troisième activité, la partie service. Sur la partie service, on a eu une légère diminution au niveau de notre chiffre d'affaires, 4,8%, dont presque 2% en organique. Et au fait que quelques contrats n'ont pas été renouvelés, le décalage de démarrage de quelques nouveaux contrats qu'on a signés pendant l'année 2022. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est que pendant le dernier trimestre de l'année 2022, on a retrouvé notre croissance, comme déjà indiqué aussi dans les différents communiqués de presse pendant l'année, et surtout celui-là du 3e trimestre. Cette croissance-là en T4, qui donne un bon démarrage aussi pour 2023. Le taux de profitabilité qui reste élevé sur cette activité-là, on reste à un taux de profitabilité qui est 8%, qui est par nature plus élevé que le taux de profitabilité sur les activités de produits et solutions et les activités de leasing, et un taux qui est surtout maintenu par un focus très fort sur la partie marge, sur la partie gestion des coûts par Long et ses équipes. Ce qui est important pour moi de mentionner, si on regarde le ROC au niveau du groupe, on est à 139 millions. Si on regarde les 3 activités, on est à 2 fois 50 à peu près, entre la partie TMF, la partie produits et solutions, et 40 millions de ROC sur la partie service, qui montre que l'ensemble de nos 3 activités contribue de manière très importante à notre résultat en tant que groupe. On a parlé du chiffre d'affaires, on a parlé de notre résultat opérationnel courant. C'est important aussi de parler de notre résultat net des opérations poursuivies. Ce résultat net est également en croissance, mais une croissance un petit peu moins importante que la croissance qu'on a montrée au niveau de chiffre d'affaires et résultat opérationnel courant. Pourquoi? Parce qu'en 2021, on a eu un plus-value d'à peu près 10 millions lié à des cessions, qui a du coup un impact dans la comparaison entre 2021 et 2022. Et on a eu une légère hausse dans les charges opérationnelles, autres charges opérationnelles pendant 2022, notamment liées à des coûts de départ, mais aussi liées à les coûts liés à la partie M&A, les acquisitions, parce qu'on a redémarré cette activité-là en tant que groupe, et ces charges et l'acquisition sont dans cette partie des charges-là. Ces éléments-là qui sont identifiés comme éléments non récurrents, du coup, quand on les retraite, quand on arrive en bas dans notre résultat net récurrent, montre une très belle croissance dans la partie résultat net récurrent, parce qu'on arrive à 95,5 millions, comme vous voyez ici derrière moi, et un résultat par action de 53 centimes, qui est au-delà de notre guidance de 50 centimes qu'on a donné pendant l'année 2022. Quand on parle des résultats, on parle souvent aussi derrière de notre situation de dette nette. La situation de dette nette, pour moi, c'est une situation qui est très maîtrisée chez Econocom. La dette nette comptable a augmenté de 67 millions en 2021 à 143 millions en 2022. Et on a présenté ici pour vous un bridge simplifié pour vous expliquer les éléments clés par rapport à ce mouvement-là. Principalement et au début, le free cash flow. On commence toujours avec ça. C'est quoi la capacité de générer du cash en tant que groupe? On a généré un free cash flow de 71 millions en 2022, qui est un free cash flow qui est au-delà de ce qu'on a réalisé en 2021. On a investi pas mal aussi dans la partie croissance externe. Enfin, Angèle va en parler des acquisitions qu'on a fait. Mais en total, il y a eu 67 millions d'investis dans la partie croissance externe entre les acquisitions faites pendant l'année 2022, mais aussi les différents earn-out qu'on a eu et qu'on a payé pendant l'année 2022. Après le retour à l'actionnaire, 57 millions au total, 57 millions qui intègrent et la partie des dividendes, mais aussi le rachat des titres. Et je vais y venir après parce qu'il y a un élément important à garder en tête quand on parle de notre situation de dette nette comptable en tant que groupe. Les 143 millions de dette nette comptable fin d'année représentent un levier faible, un levier de 0,9 fois notre EBITDA de l'année, un EBITDA à 166 millions,
qui se compare par un EBITDA de 150 en 2021. Deux remarques additionnelles par rapport à la partie dette nette. Dans cette dette nette, on n'intègre pas, parce que c'est intégré dans notre capitaux propres, la valeur de nos rachats des titres. Quand on regarde la valeur de rachat de nos titres, les 44 millions de titres, ça représente à peu près 124 millions d'euros sur la base de notre cours des 20 derniers jours. Cet élément, du coup, encore une fois, n'est pas intégré dans les 143 millions, il faut les garder en tête. Un autre élément très important, c'est des cash flows futurs liés à nos contrats autoportés dans la partie TMF. C'est des contrats qu'on a financés nous-mêmes en tant qu'Econocom et qui représentent, fin 2022, un montant de 284 millions. Et ces cash flows futurs, du coup, ils ne sont pas intégrés ici, mais qui sont importants pour nous. Raison pour laquelle nous, on a en interne la définition de dette opérationnelle. On retraite en partant de notre dette nette comptable, en y rajoutant les cash flows futurs liés à ces contrats d'autoportée, pour arriver à notre dette opérationnelle qui en a fait un excédent de cash, parce qu'on arrive à une situation de cash positive après retraitement de ces éléments-là. Et c'est un niveau qui est comparable entre 2021 et 2022. Puis ici, derrière moi, si on reprend les valeurs des contrats en autoportée, 200 millions en 2021, 284 millions en 2022, qu'on arrive à peu près au même niveau de 140 millions de cash excédent retraités pour ces éléments-là. Notre objectif, parce qu'on va continuer d'investir dans des contrats en autoportée, c'est de rester dans une situation dans laquelle notre excédent de cash reste et qu'on reste dans une situation positive sur cet calcul-là. Le retour à l'actionnaire, Jean-Louis l'a mentionné, une augmentation vers 16 centimes de retour à l'actionnaire en 2023 sur la base de nos résultats de 2022. Une croissance de 33% sur 2 ans, parce qu'on vient de 12 centimes en 2021 vers 14 centimes et maintenant 16 centimes. Et un return qui est de 5,7% sur la base de notre cours d'Econocom. On n'est pas complet quand on parle que des éléments financiers. Il faut aussi parler de notre performance extra-financière en tant que groupe. Pour commencer, notre notation EcoVadis. On était raté en Silver en 2021 et on a fait un fort progrès les dernières années sur notre note. Notre note arrive aujourd'hui à 66 sur 100, ce qui montre que nous sommes dans une performance qui était adaptée avant vers une performance avancée. Quand on dépasse les 65 sur 100, on arrive en tant que groupe dans une situation de performance avancée qui montre notre volonté, notre investissement en tant que groupe pour être un groupe vraiment performante aussi et responsable pour les années à venir. Un autre exemple, c'est l'index égalité femmes-hommes. Ça concerne tous les éléments liés à la parité entre les hommes et les femmes, point de vue salaire, point de vue promotion, point de vue de parité au niveau des salaires, aussi dans les top 10 et les top 15 du groupe. Là-dessus, nous sommes aussi en avance. On est à un score de 83 sur 100. Pour mémoire, quand les entités ou les groupes sont en dessous de 75 sur 100, les groupes sont demandés de faire des efforts pour améliorer, pour être au bon niveau par rapport à cet index-là. Et nous, en étant à 83 sur 100, je trouve qu'on a une bonne performance. On avance bien sur ces indicateurs-là, comme sur les autres. L'indicateur qui parle pour soi-même, c'est la réduction de CO2. Quand on voit ici une réduction de CO2 de 24% depuis 2019, on montre aussi l'investissement qu'on fait là-dessus en tant que groupe. Et je tiens à remercier Véronique pour tous ces efforts-là. Angèle, on a beaucoup parlé de croissance. Croissance ne se fait pas non plus toute seule. Croissance externe, c'est important aussi. Et on a besoin de nos équipes pour le faire. Alors à toi d'en parler pour nous tous. Merci Patrick. Patrick nous a parlé des chiffres, nous a parlé de la belle croissance du groupe en 2022. Je vais vous parler des leviers de cette croissance. D'un côté, les acquisitions, levier de notre croissance externe, et les recrutements, levier de notre croissance organique sur nos activités de base. Trois acquisitions réalisées en 2022 qui apportent une centaine de millions d'euros à notre revenu en 2022, booké en 2022. Comme vous le savez,
le groupe a réalisé beaucoup d'acquisitions jusqu'en 2018, jusqu'en premier semestre 2018. Depuis 2018, la première réalisation a été en 2021. En été 2021, nous avons acquis une société au UK, Trumps, qui a un volume d'affaires de l'ordre de 80 millions d'euros, qui évolue très bien avec une belle rentabilité. En 2022, nous avons réalisé 3 acquisitions. La première d'entre elles, CEMIC, une société qui, en année pleine, a réalisé 95 millions d'euros de chiffre d'affaires. Société de distribution avec service en Espagne, 350 personnes, donc déploiement dans l'ensemble de la péninsule. Une bonne évolution depuis l'intégration dans nos livres au 1er juin 2022 et une évolution positive de la rentabilité. Une deuxième acquisition, Lidis, société de distribution spécialisée dans le secteur audiovisuel, duquel on va reparler ensuite. Une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine. Un très bon complément pour notre dispositif audiovisuel, aussi bien aux Pays-Bas que dans l'ensemble du groupe. Et troisièmement, une acquisition stratégique, Sophie Group, spécialiste du reconditionnement, avec un chiffre d'affaires en année pleine environ 30 millions d'euros, dont nous allons parler à la suite aussi, puisque aussi bien l'audiovisuel que le reconditionnement vont faire partie importante du développement du groupe dans les prochaines années. Alors, comment est-ce que nous réfléchissons pour la réalisation de ces acquisitions? Premièrement, nous cherchons des cibles qui soient dans nos 3 grands métiers de base, les services, la distribution, avec services à valeur ajoutée ou la location. Deuxièmement, nous poursuivons aussi des métiers à fort potentiel, et on parlera du reconditionnement et de l'audiovisuel. Troisièmement, comme vous le savez, le groupe a une grande expérience dans les acquisitions, des acquisitions structurantes comme ECS en 2010 ou comme Osiatis en 2013. Mais depuis 2014 et jusqu'en 2018, le groupe a réalisé 35 acquisitions, la grande majorité d'entre elles de très beaux succès. Nous avons vendu depuis une douzaine de sociétés pour des raisons diverses. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, ces 23 sociétés qui demeurent dans le groupe apportent 830 millions d'euros de revenus en 2022 et une cinquantaine de millions de ROC. Donc, nous sommes habitués, nous avons l'expérience, nous avons fait et surtout, nous avons appris à intégrer ces sociétés. En ce qui concerne les recrutements, 2342 recrutements réalisés en 2022. Le plus grand nombre de ces recrutements sont dans les services, bien sûr. Il y a 5000 personnes dans les services, ou plus de 5000 personnes dans les services au niveau du groupe. 1000 de ces recrutements ont été réalisés dans les services en France, avec un turnover de 18%, nettement inférieur à la moyenne du marché en France, qui est de 23 ou 24%, je pense, longue. Donc, un grand effort de renforcement aussi dans les autres métiers et dans les autres pays, qui fait que notre croissance organique, puisque ce sont des investissements que nous faisons ici, notre croissance organique s'est vue renforcée et boostée grâce à ces recrutements. Et particulièrement, parce que nous avons mis un accent fort sur les recrutements de commerciaux dans nos 3 grandes activités, mais notamment, et nous en avons parlé lors de SFAF précédente, dans l'activité de TMF, qui, comme vous le savez, est essentiellement une activité de croissance organique, et dans laquelle nous avons eu, dans les dernières années, un peu de tassement. Nous avions mis en place déjà en 2021 un programme
de développement et de renforcement et d'augmentation de nos commerciaux de TMF dans l'ensemble du groupe, ce qui fait que, en croissance organique, vous avez bien vu que nous avons fait plus de 10% sur l'année 2022. Voilà, je passe la parole à Samira Drouawa, qui va nous parler des perspectives du groupe. Samira. Merci Angel. Oui, ça je vais l'éteindre parce que je pense que sinon ça va faire un... Non, Marc, ça ne fait pas de bruit particulier. Angel et Patrick ont eu l'occasion de nous présenter les résultats so far, des résultats de l'année 2022. Il me revient, en tous les cas, le plaisir de parler des perspectives et de regarder le futur du groupe et de partager avec vous, à ce stade, nos réflexions et les avancées de nos réflexions. Premier élément que nous allons garder en tête, c'est bien évidemment le développement de nos métiers historiques. Petit rappel des métiers historiques, on est sur le financement pour TMF, produits et solutions qui est la vente et distribution de matériel toujours IT, et enfin la partie services qui, quand on parle des services, on parle de workplace et d'infra. Econocom a toujours été connu, non pas pour ses développements, ça en fait partie, mais surtout comment s'est structuré ce développement. Ce développement a toujours été fait en accompagnant nos clients. On a toujours suivi, on a toujours écouté les besoins de nos clients et on a toujours mis en place, en tous les cas, on s'est structuré pour répondre au mieux de nos clients. Si on les écoute, nos grands clients aujourd'hui, ils souhaitent de la qualité. Je pense qu'on vous a expliqué un tout petit peu plus haut qu'est-ce que nous avons fait pour arriver à un niveau de qualité attendu de la part de nos grands clients. Ils souhaitent de la proximité et ils souhaitent du all-in-one. C'est ça la demande aujourd'hui de notre marché. Quand on parle de poursuite de croissance organique et quand on parle de transversalité, c'est un des piliers que nous avons mis en place pour répondre encore mieux aux attentes de nos grands clients. Donc on se structure en termes de transversalité. Alors là, je le souligne, même si c'est un mot qui est galvaudé quand on parle de transversalité, à chaque fois on se dit « c'est pas nouveau le transverse, ça fait 20 ans qu'on en parle ». Oui, mais chez Econocom, on va le faire de manière différente. Donc ce n'est pas une équipe qui va être en charge du transverse, ce sont, vous l'avez vu, les patrons de PNL qui sont en charge du transverse. C'est une impulsion et une direction qui est différente. C'est-à-dire que là, on appuie et on appuie assez fort. C'est, compte tenu du recrutement que nous avons fait, de cette structuration d'équipe de PNL managers spécialistes des métiers, on souhaite aller chercher toujours les contrats pluriannuels, mais cross-country et cross-métier, parce qu'on parle de, quand on fait référence au transverse chez Econocom, on pense multi-pays, mais on pense également énormément synergie entre les métiers. Econocom est également connu pour de la croissance externe, vous l'avez vu, M. Bouchard vous l'a présenté, on en parle, toutes ces acquisitions qui ont été faites, et l'année 2023 ou le futur, eh bien, écoutez, nous n'allons pas changer, puisque l'ambition est de continuer à faire de la croissance externe. Un élément important, toutes nos actions continuent à s'inscrire, car on est congruent. Quand on parle d'économie circulaire, quand on parle d'acteurs du numérique responsable, nous restons toujours alignés avec nos engagements, avec un impact important, que ce soit au niveau des offres, que ce soit au niveau des métiers et que ce soit au niveau des choix que nous opérons. En top de ces trois métiers dont on a parlé, dont on vous a présenté les résultats, nous allons structurer à partir, donc on l'a commencé en 2022, mais en tous les cas, le lancement officiel, c'est 2023. Nous allons structurer deux nouveaux métiers. Le premier métier, l'audiovisuel. Tout le monde connaît. Pour donner un éclairage rapide quand on parle d'audiovisuel chez Econocom, la photo que vous voyez, c'est l'aéroport de Schiphol. Donc c'est Patrick qui m'a appris la prononciation exacte de Schiphol ce matin. Donc, et j'ai appris que plein de gens ne connaissent peut-être pas Schiphol, c'est l'aéroport d'Amsterdam qui est un des hubs les plus importants, voire le plus important en Europe. Non ? Pas le plus important ? Bon. En tous les cas, voilà. Cette photo-là, elle illustre quoi? Elle illustre des choses que l'on connaît par cœur. On arrive à un aéroport, on cherche son numéro de vol, on cherche la porte, on n'a pas envie de se paumer. Les 3000 écrans qui sont aujourd'hui disposés au sein de Schiphol sont opérés par Econocom et par notre filiale qui a été acquise en 2017 qui s'appelle BIS. Au-delà de cela, le savoir-faire d'Econocom, il est global, dans le sens où, j'allais dire on s'est rendu compte, mais en fait on ne s'est pas rendu compte. On a
regardé d'un peu plus près en termes d'offres et on s'est rendu compte que les offres audiovisuelles existent dans tous les pays, à date aujourd'hui, sous la bannière de PNS, puisque ça fait partie de la vente et d'équipements, la vente de solutions et d'équipements. La décision qui a été prise a été de structurer ces activités-là au sein d'une seule et même bannière audiovisuelle. Pourquoi on le fait? Parce que là encore, la demande du client, elle est simple. C'est un marché de proximité pour installer un écran comme celui que vous avez dans les aéroports ou même pour installer des salles de réunion. On n'envoie pas, on n'expédie pas, on installe. Donc c'est un marché de local, c'est un marché de proximité. Et nous avons des grands clients là encore, c'est-à-dire qu'ils veulent effectivement des contrats multi-pays, mais ils veulent nous voir au coin de la rue quand il est question d'équiper un concessionnaire d'une grande marque automobile. Donc on structure, on donne un nom, on travaille sur un go-to-market et l'objectif est d'accélérer sur ce métier d'audiovisuel. Un élément qui est quand même important, c'est qu'on est sur un marché extrêmement fragmenté, ce sont des petites structures, et aujourd'hui, en regroupant toutes nos activités, on fait 350 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'audiovisuel, et avec ces 350 millions, nous sommes déjà parmi les top 5 européens. Donc, grande volonté d'agir et d'accélérer. Un deuxième métier qui, celui-ci, n'est pas nouveau, évidemment, le reconditionnement. Ça fait 50 ans qu'on fait de la location et le métier de la location nous confère la joie et le droit de garder la propriété des équipements même s'ils sont en location chez nos clients. Ce qui veut dire que ça fait 50 ans qu'on tient compte du retour de ces équipements et qu'on agit pour les reconditionner, pour les revendre, pour les remettre en état. Et ça fait 50 ans qu'on a externalisé ou qu'on externalise cette activité-là. Donc on travaille avec un écosystème vertueux et nous avons été jusqu'à maintenant parfaitement satisfaits de ce système. Encore une fois, je reviens sur les clients. La demande du client aujourd'hui, c'est qualité du reconditionné, mais au-delà de la qualité du reconditionné, il y a la disponibilité. Et quand on parle de disponibilité, on commence à réfléchir à volume. Pour répondre à ces attentes-là de la part de nos clients, la question qui a été posée, ou du moins la réponse qui a été trouvée, c'est de dire on ne peut plus dépendre d'un écosystème externe, on internalise la chaîne de valeur et la décision a été prise d'investir. On a screené, on a trouvé de best in class, qui est Sophie Group, qu'on a renommé Econocom Factory, mais le nom risque de changer parce qu'on y réfléchit. C'est un private joke avec Jean-Louis Bouchard. Mais donc Econocom Factory. Aujourd'hui, je serais tentée de dire qu'on a transformé l'essai. On a transformé l'essai dans le sens où cette acquisition nous a permis de comprendre que, en effet, avoir en interne un vrai savoir-faire industriel de reconditionnement de nos matériels est un schéma vertueux et un schéma, au-delà de vertueux au sens économie circulaire, c'est surtout un schéma qui répond également aux attentes de nos clients. Donc la décision est de répliquer le modèle. Econocom, quand on réussit un modèle, on se dit on le réplique. Et là, pas de greenwashing, je tiens à le dire. On aurait pu envisager qu'un Econocom achète du matériel en Chine, le reconditionne à Montpellier pour le vendre, ou le reconditionne en Roumanie pour le vendre en France. La réponse est non. La décision a été prise de répliquer le modèle en local to local, c'est-à-dire que chaque pays dans lequel nous avons du TMF, c'est-à-dire chacune des entités que nous avons, mais écoutez, on va faire du local to local, c'est un métier de proximité, c'est un métier vertueux. Donc, nouveau métier, reconditionnement avec son propre go-to-market. Toutes ces activités que nous avons et également le lancement de ces deux derniers métiers qui existent au sein du groupe, c'est une façon de les structurer pour leur donner une dynamique et un vrai lancement, vont s'inscrire dans un plan stratégique. En effet, le groupe Econocom s'est construit autour ou grâce à des plans stratégiques qui ont été menés. L'année 2023, c'est l'année de l'élaboration d'un nouveau plan stratégique. Je peux d'ores et déjà, je parle de élaboration, le plan sera lancé en 2024, mais je peux déjà partager les 4 piliers de ce plan. Le premier pilier, c'est l'ambition, que je vais partager un tout petit peu plus loin. Le deuxième pilier, j'en ai déjà parlé, et on vous a présenté les personnes clés, c'est la transversalité, cross-pays, cross-métier. Le deuxième pilier,
c'est le coverage. Enfin, le troisième pilier, c'est le coverage. Pourquoi on parle de coverage? C'est qu'il existe encore certains pays dans lesquels nous n'avons pas nos 3 métiers ou nos 5 métiers. Donc, les acquisitions qui vont venir couvrir ces trous un peu dans la raquette, si je puis m'exprimer ainsi. Et enfin, un pilier de taille, puisqu'il s'agit de notre ADN d'entrepreneur que nous inscrivons dans le plan stratégique. À date, ce que je peux partager avec vous, c'est l'ambition que nous nous sommes fixée. Donc c'est un plan qui va porter sur 5 ans, avec une volonté d'atteindre un chiffre d'affaires à 5 milliards d'euros sur la base de nos 5 métiers. C'est un plan ambitieux et avec un premier step à 3 ans, parce que 5 ans c'est à la fois long et pas tout à fait long, mais on a décidé d'avoir un premier step qui est à 3 ans avec une ambition d'atteindre les 4 millions. Pardon, les 4 milliards. Je ne pense pas qu'il y ait eu un doute sur le fait qu'on... Mais on fait bien de le préciser, en effet, je parle en milliards. On peut se poser la question, comment nous comptons atteindre ces chiffres de 5 milliards ou même ces chiffres de 4 milliards, toujours comme nous savons le faire, c'est-à-dire à la fois sur une base interne, de croissance interne, et à la fois sur de la croissance externe. On l'a dit, mais j'aime à le souligner, les moyens dont on dispose sont nombreux pour faire de la croissance interne, mais également l'externe. Parmi les moyens dont on dispose, c'est notre track record. Nous faisons partie de ces groupes qui ont cette capacité à investir, acquérir, intégrer. Et on l'a dit, c'est pratiquement les chiffres qui ont été présentés sur 2022. Il y a pratiquement 900, je pense, tu as dit 800 et quelques millions, qui viennent des acquisitions qui ont été faites. Donc, très beau track record. Deuxième élément en termes de moyens, ce sont la disponibilité des lignes que nous avons. Je pense que je peux discloser le montant, puisqu'on a plus de 400 millions de lignes disponibles pour investir dans les acquisitions. Et le troisième élément, c'est l'autocontrôle, si besoin. Mais pour l'instant, on a cette capacité-là. Donc, je serais tentée de dire, c'est un beau challenge. C'est une belle ambition que nous nous sommes fixés. Nous avons les moyens d'y arriver, puisqu'on dispose à la fois des moyens humains et des moyens financiers, et un marché qui nous permet d'atteindre ces éléments-là. Sur la guidance 2023, je peux partager le plan stratégique vous sera présenté 3e trimestre dans les détails. Une guidance de croissance de 5%, et on vise une amélioration du résultat net consolidé du groupe. Et j'en ai fini. Je vous remercie. Bon, derrière Samira, c'est pas facile. Hein. C'est Benjamin qui aide pour les questions, mais déjà, alors, est-ce que la traduction est rétablie, Marion? Ah, d'accord, donc on n'est pas obligé de parler anglais, mais sinon j'avais prévu que les questions-réponses se fassent en anglais. Mais ça ne va pas être nécessaire. Merci d'avoir rétabli cette traduction. On a préparé des réponses à des questions, et donc on est prêt. J'espère qu'il va y en avoir. Je sais que Benjamin, au premier rang, là, au deuxième rang, lui suit les questions qui sont posées par Internet, mais on est ravis d'abord de donner la priorité aux gens qui sont dans cette salle. Et donc je suis à votre écoute, et j'ai des équipes toutes prêtes à répondre à toutes les questions. Sur les RSE, il y a Véronique au premier rang. Sur la dette opérationnelle, j'ai un spécialiste. Qui se lance? 1, 2, 3. Voilà, un courageux au 4e rang. Merci. Éric Blin, Finance Connect. Merci pour cette présentation. Juste pour préciser, le 4 milliards de chiffre d'affaires dans 3 ans, c'est 3 ans à partir de 2022 ou de 2000 ? Alors, ça commence 1er janvier 2024. D'accord. Donc, ce sera 24, 25, 26. Donc en 2026. 2 petits points de détail aussi. Vous avez précisé votre chiffre d'affaires dans l'audiovisuel. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le reconditionnement en termes de poids dans le chiffre d'affaires ?
Oui, pour le moment, il est le reconditionnement est faible, mais il y a toute une équipe qui est en train de répliquer le savoir-faire qui a été acquis à Montpellier. En Espagne, on avance assez vite d'ailleurs. Après, on va voir en Hollande, certainement en Allemagne. Donc, pour le moment, ça ne va pas être le moteur du chiffre d'affaires. Par contre, ça va être le moteur de la capacité à répondre aux demandes. Les appels d'offres aujourd'hui, particulièrement de l'État, couvrent presque toujours 20% d'équipements reconditionnés. Et donc, si on n'a pas ça, la seule façon de le couvrir, ce serait de faire des achats à l'étranger, principalement la Chine, parce que le mouvement, c'est des équipements, en tous les cas pour la téléphonie. En France, c'est 2 800 000 téléphones de seconde main vendus par an. C'était l'an dernier, donc c'est en croissance. La plupart viennent de Chine, ont été reconditionnés en Chine et ont été achetés aux États-Unis. Donc pour le moment, vous avez un marché qui fait Chine, enfin États-Unis, Chine en France. Nous, on a l'intention de prendre une partie de ce marché. Mais les 4 milliards, ce n'est pas un élément fondamental des 4 milliards, c'est plutôt la qualité de l'offre et la demande client qui est derrière. Et le marché de l'audiovisuel, vous avez dit que vous faites 350 millions, vous êtes dans le top 5 européen. C'est quoi le marché aujourd'hui, le marché cible? On a un spécialiste de l'audiovisuel qui connaît Schiphol par cœur. Donc je vais lui passer la parole. Je crois qu'il vous répondra beaucoup mieux que moi, parce que, comme il a dit tout à l'heure, il vient de passer 15 ans dans l'audiovisuel, donc je crois qu'il connaît bien le marché. Patrick, si vous voulez répondre. Ces marchés dans lesquels nous sommes présents dans différentes zones, surtout en Benelux, France et Espagne aujourd'hui, il y a un fort potentiel là aussi de croissance externe. On vise les marchés comme en Allemagne, comme en Angleterre pour compléter notre présence en Europe. Là, on voit comme dans pas mal d'autres métiers aussi que les appels d'offres et les relations avec les clients sont de plus en plus en train de se développer vers une approche européenne. Les grands groupes qui ont des besoins localement, qui aimeraient bien atteindre une même offre qu'ils font dans un pays, aussi dans un autre pays, et travailler avec un player européen. On a cette potentiel-là. Comme on l'a indiqué, c'est un marché qui a déjà un bel niveau de CAGR pour les années à venir, les 6% qui ont été montrés. Et je pense que les parties qui sont les leaders de ces marchés-là peuvent aller bien au-delà de cette croissance-là, parce que c'est eux qui vont être capables, contrairement à des petits players localement, individuellement, comme c'est un marché qui est très dispatché, avec beaucoup de petits players dans chacun des pays, de répondre à des grands appels d'offres et du coup d'accélérer la croissance là-dessus au niveau européen. Il y a deux autres parties aujourd'hui qui ont ce concept-là, mais il y a encore beaucoup de potentiel à accélérer sur cette activité-là à l'international, ce qu'on va faire les années à venir. C'est un marché de combien aujourd'hui? Vous dites 350 millions, c'est un marché d'1 milliard, 10 milliards? C'est un marché, quand on parle mondial, parce qu'il n'y a pas les chiffres européens en tête comme ça, mais on va de 265 milliards aujourd'hui, dans 350 milliards dans 4 ans. D'où vient le 6% de CAGR qu'on a mentionné sur ce slide-là. Mais c'est une approche mondiale, mais qui suit des trends à peu près équivalentes. N'importe si c'est aux États-Unis ou en Europe, les taux de croissance entre guillemets et envisagés sont comparables. Et numéro 5, qu'est-ce qu'il y a devant vous comme nom qu'on connaît, qui soient vos concurrents? Il y a un player, un nom c'est Kinly par exemple, qui ont un rôle déjà au niveau d'Europe. Mais si nous on rajoute notre niveau de chiffre d'affaires qu'on fait déjà dans l'ensemble du groupe sur cette activité-là, nous sommes déjà à un niveau de chiffre d'affaires qui est plus important que ce que Kinly a réalisé les dernières années. Alors je pense qu'il y a un potentiel à ce côté-là. C'est une belle découverte qu'on a fait en interne les derniers mois, et c'est qu'elle envoie beaucoup d'opportunités. On a beaucoup de relations déjà là, aussi dans les pays dans lesquels nous ne sommes pas présents aujourd'hui, parce qu'il y a un alliance qui existe avec beaucoup de différentes structures localement dans le monde entier, dans cette domaine-là, dont on fait partie, avec une partie de nos activités, surtout les activités aux Pays-Bas avec BIS. Du coup, on a beaucoup de relations avec beaucoup d'entreprises qui pourraient être intéressantes pour nous, éventuellement comme cible d'acquisition, mais aussi pour des partenaires stratégiques, pour être sûr qu'on puisse couvrir l'Europe avec nos offres pour les années à venir. Et alors, j'ai deux questions, une financière. Vous avez un montant de provision assez significatif. À quoi ça correspond, ces provisions, et quel est le jeu de ces provisions? Et ma seconde question, ça fait
10-15 ans que je vous connais, je commence à comprendre un petit poil le groupe, mais pas encore parfaitement. Et j'aimerais comprendre le jeu des taux d'intérêt. On a connu une période de taux d'intérêt extrêmement faible, propice au leasing probablement. Est-ce que c'est un facteur positif pour l'activité et puis pour la rentabilité? Est-ce qu'il y a un phénomène de profitabilité embarqué, d'effet d'aubaine qui intervient sur ce sujet-là? Pour la deuxième. C'est par le début, si vous permettez. Je vais compléter ce qu'a dit Patrick. Notre intention, donc, c'est de regrouper toutes ces activités audiovisuelles dans une société et éventuellement que la société hollandaise rachète. Aujourd'hui, c'est BIS principalement, mais on a des activités ailleurs. Donc les regrouper, avoir une unité avec son propre compte d'exploitation et avec éventuellement l'arrivée d'autres partenaires à l'intérieur de cette unité. Donc on veut la rendre vraiment en stand-alone avec les possibilités de croissance. Là aujourd'hui c'est 350 millions. À 5 ans, on parle d'au moins 800 ou enfin oui c'est au moins doublé en 5 ans cette activité. Reste modeste, mais Oui, ça dépend des acquisitions, mais il y a un vrai potentiel. Donc 6% par an déjà c'est le taux du marché. Et les constructeurs eux-mêmes sont demandeurs de players comme nous, parce que on parlait d'un grand constructeur automobile tout à l'heure, mais quand vous installez 2000 ou 3000 concessions à travers l'Europe, ils préfèrent avoir un fournisseur avec qui ils puissent négocier, plutôt que dans chaque pays des fournisseurs différents et des installateurs. Parce que dans l'audiovisuel, Samira en a parlé tout à l'heure, donc il y a l'écran, il y a la livraison, le montage, mais vous avez derrière, il y a beaucoup de logiciels, de câbles, de réseaux et de sécurité. Et donc, dans cette activité, vous avez une partie sécurité qui représente presque la moitié du chiffre d'affaires. On comprend bien pourquoi on n'a pas très envie à Schiphol que quelqu'un puisse s'amuser à changer ce qu'il y a sur les écrans. Alors, les autres questions, donc je repasse la parole à Patrick, puisqu'il y avait sur les exceptionnels. Donc, ouais, peut-être juste pour continuer sur la partie audiovisuelle, on a eu, c'était tout début février, pour donner un exemple, des réunions avec la plupart des fabricants. Il y a tous les ans à Barcelone une réunion importante là-dessus, dans laquelle tout le monde se réunit, et dans lesquelles on a présenté nos plans, nos ambitions sur cette partie-là. Et ça a évidemment eu un très bon résonance côté de ces fournisseurs-là, parce qu'ils cherchent eux aussi des volumes. D'avoir plus de présence. Ils sont aujourd'hui organisés par beaucoup de différents distributeurs dans beaucoup de différents pays. D'avoir un interlocuteur unique qui peut couvrir toute l'Europe, aussi pour eux, c'est quelque chose qui est très important, qui leur permet aussi d'accélérer, d'avancer, d'être beaucoup plus efficace dans l'exécution. Et ça donne des avantages, aussi des avantages financiers derrière, pour eux, pour nous. Alors ils sont vraiment inscrits dans ce modèle-là. Les premiers retours qu'on a eu début février là-dessus était vraiment très, très positif. Je pense que c'est un bon début pour notre ambition sur cette activité-là. La dernière question, c'était les exceptionnels. Puis il y avait une question au milieu sur laquelle on va revenir. Il y a une question sur les provisions. 60 millions de provisions à peu près. Si j'ai bien les chiffres en tête. Je ne sais plus sur lesquels je suis maintenant. Je suis là, très bien. C'est mieux. Une trentaine de millions liés à des provisions pour retraite. Et on a l'autre moitié plutôt liée à des provisions sur les risques et charges, sur lesquels on a, ce qui était aussi sur le slide, lié à tout ce qui est les autres charges opérationnelles qu'on a comptabilisées en 2022, dans lesquelles on a pris quelques provisions en plus, surtout liées à des créances clients anciens, sur lesquels on a aussi mis des provisions additionnelles en 2022. Voilà, ça explique le hausse aussi dans les provisions qu'on a entre 2021 et 2022. Alors, en général, donc pour l'exceptionnel, il y a deux parties. Il y a une partie qui est celle que vous venez de dire, et la partie aussi réduction de voilure due au Covid, où on a eu des locaux Tout à fait. non occupés. Donc ça, il y a un certain nombre d'éléments dus au Covid qui sont au total de combien ? Bon, il y a 2-3 millions liés à ça. Ce n'est pas le parti le plus important dans les éléments des autres charges opérationnelles, mais c'est évidemment un élément qui, pour un vue business, est important. Je pense qu'on voit beaucoup d'entreprises qui sont en train de se réorganiser post-Covid, qui réfléchissent de manière différemment par rapport à la manière comment on organise nos équipes
entre le télétravail et le travail au bureau, comment travailler avec les équipes. Je pense qu'il y a une dynamique qui est vraiment accélérée là-dessus dans notre phase, on va dire un peu post-Covid maintenant. Il y a aussi des optimisations du coup à faire, hein, surtout dans des grands groupes, des groupes avec beaucoup de sites dans un pays comme nous on a chez Econocom aussi en France. Et ça donne du coup aussi des opportunités pour se recentrer. Et évidemment, ça passe par une phase aussi de quelques exceptionnels parce qu'il faut traiter ce changement-là, parce qu'il y a du coup des bâtiments à un moment ou à un autre à arrêter ou abandonner avant de se recentrer. Mais c'est une dynamique dans laquelle on s'inscrit, qui est très important pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi pour nos équipes. Il y a un autre élément qu'on suit de près, c'est la situation des litiges. Donc on chiffre à peu près dans tous les pays le montant des litiges potentiels. Et donc l'année dernière, on était autour de 60 millions d'euros. On les a baissés de 20 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on est passé environ de 62 à 40. Et pourtant, il y a eu plus de provisions clients cette année, en 2022. C'est les provisions clients et aussi les litiges, c'est l'ensemble que j'en ai Et mentionné. pourquoi plus du de coup, provisions clients? Parce qu'il y a une sinistralité qui augmente ou... Non, il y a des pays qui appellent ça passer les comptes à la baille de fer. Donc quand on a un nouveau directeur administratif et financier, en général, quand il a cette taille-là, on le respecte. Et quand il demande quelque chose, on le met dans les comptes. Donc vous avez une partie de ces éléments fortement approuvés par l'équipe de direction et son manager en chef et son actionnaire en chef. Donc on aime bien. Comme vous avez vu, on construit à long terme. Donc construire à long terme, on n'aime pas traîner derrière des situations délicates. Donc plus on tasse, mieux ça vaut. Et sur l'impact hausse des taux, sur le business et la profitabilité. Je vais passer la parole à Mathilde, qui connaît bien, puisqu'elle a vécu ces hausses de taux, les taux bas, donc elle sait exactement comment ça se passe. Sur la partie hausse des taux, je ne sais pas s'il fonctionne celui-là. Sur le métier de la location, la hausse des taux, c'est une opportunité. Hein. C'est vraiment l'opportunité de reconstituer des marges. Moi, j'ai commencé, comme je le disais, dans la location il y a 30 ans, on avait des taux à 10. Et on faisait des marges qui étaient beaucoup plus élevées que les marges qu'on fait aujourd'hui sur les taux. C'est plus facile de faire un markup ou un spread de 5 sur un taux de 5 que sur un taux qui est proche de 0. Donc c'est pour nous une opportunité. On a à gérer la transition culturelle, notamment pour les commerciaux, mais c'est véritablement une opportunité pour nous de reconstituer des marges. Avec un effet d'aubaine embarqué sur les contrats embarqués ou pas du tout? Non. Non, il n'y a pas véritablement d'effet d'aubaine embarqué. Hein. C'est plus une transition à opérer. Et effectivement, c'est une espèce de shift culturel. On revient finalement à une forme de normalité, là où on avait un marché qui était plutôt atypique. Il n'y a pas d'aubaine sur l'effet taux. Par contre, il y a une aubaine sur les valeurs des équipements en sortie de contrat qui, en période d'inflation, ont tendance à être plus hautes qu'en période de stabilité. Parce que les constructeurs, par exemple, Apple a augmenté ses prix de 12%, un peu brutalement, il y a 2 mois, dans le monde entier. Donc c'est bon pour le chiffre d'affaires d'Apple, et c'est très bon pour la valeur résiduelle de nos téléphones en fin de contrat. Donc ça, c'est l'effet d'aubaine. Il y a un autre phénomène qui est un effet d'aubaine, c'est quand de l'argent est gratuit et disponible en masse, les gens ont moins de recours au financement qu'aujourd'hui où ça commence à serrer. On a nos amis banquiers dans la salle qui savent très bien qu'ils sont en train de restreindre un petit peu les disponibilités. Et donc, dans ces cas-là, les gens qui avaient tout le cash disponible sur leur bilan ont tendance à faire appel au financement plus qu'ils font en période de taux ou d'argent gratuit. Merci pour toutes ces questions. J'espère qu'il y a d'autres courageux. Ou alors on a tellement bien répondu qu'il n'y a plus de questions, peut-être. S'il n'y a personne dans la salle, on va passer par la Benjamin. Excusez-moi, pardon. Oui, monsieur, on va vous prêter un micro. Bonjour, merci. Première question sur les comptes toujours et le factoring des consolidants. Ce serait bien d'avoir ces chiffres de manière régulière. C'est de l'ordre de 300-350 millions. 350 déconsolidants. Hein. Ouais. Je parle de déconsolidants. Ouais. Okay. Et sur les comptes aussi, il y a toujours pas mal de pertes dans les activités non poursuivies.
Quelles sont les perspectives là-dessus? Alors là, c'est un peu technique. On va passer la parole à Eric Basile au premier rang ou à Patrick. Peut-être juste pour répondre sur la partie facturage des consolidantes. On est à niveau de 318 millions fin 2022 par rapport à 278 millions fin 2021. C'est peut-être bien répéter la deuxième question. C'est un peu proportionnel au chiffre d'affaires. Hein. Oui, bonjour. Donc, si j'ai bien compris, la deuxième question porte sur les pertes au niveau des activités discontinuées. Donc, elle s'élève effectivement à 7 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2022. Et l'essentiel de ces pertes est lié à l'ajustement à la juste valeur d'une de nos participations classées en activité discontinuée et pour lesquelles on a dû revoir à la baisse la juste valeur de cet actif. On peut supposer que c'est qu'elle est prochainement vendue. Souvent, c'est quand même à cette occasion. C'est probable. Ok. Sinon, vous avez évoqué tout à l'heure Laurent Roudil. Est-ce qu'on peut avoir plus de couleurs sur son départ, vu que c'était un petit peu surprenant, vu qu'il venait d'être promu? Alors, Laurent a eu un très bon parcours chez nous, puisqu'il est arrivé pour redresser l'activité service, qui était un des chaînons qui marchait mal, celui que j'évoquais tout à l'heure. Il a fait un très très bon travail jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans. Et comme je cherchais du renfort pour diriger le groupe, je l'avais choisi pour diriger l'ensemble des activités. Et j'avais mis comme point de passage, c'était de recruter une équipe de direction pour faire face à l'avenir. Il s'est trouvé qu'il n'a pas réussi à recruter cette équipe de direction. Et donc, j'ai constaté au cours du premier semestre 2022 que je devais intervenir et reprendre les commandes pour s'assurer que la mise en place de cette équipe de direction, dont je connaissais 5 membres sur 6, puisque je venais de rencontrer Patrick au mois de mars. Donc, je me suis dit que c'était indispensable de revenir aux commandes. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, on est parti en très bon terme avec Laurent. Mais lui-même, j'allais dire, en marchant, a découvert que ce n'était pas les mêmes talents ou même la façon de penser qui étaient nécessaires pour diriger un groupe multi-activités comme Econocom, alors qu'il avait un gros succès dans les activités de service, qui sont des activités très difficiles. Mais heureusement, il avait Long avec lui, qui avait fait un très bon boulot et qui continue ce travail qui avait été fait. Donc il y a une vraie continuité dans ces activités. D'ailleurs, je voudrais faire intervenir Long pour vous expliquer ce que je disais tout à l'heure sur la demande client. Je vais donner l'exemple Thales. Comment ça s'est passé? Bon, c'est un client important. Qu'est-ce qui se passe avec Thales au niveau France et au niveau Europe? Effectivement, on a un client dans le secteur de la défense, un grand client industriel, sur lequel on a développé une relation de confiance. Donc, ce qu'on a fait dans les services ces dernières années, la rentabilité est souvent associée à la qualité. La qualité est souvent associée à la rentabilité. Donc, tout ce travail de mise en forme de sélectivité de la qualité de notre service a permis effectivement de gagner des parts de marché sur une base installée qui était déjà forte, autour de nos services, notamment autour de la workplace. Et donc, ce qui est en train de se passer, on l'a entendu tout à l'heure, avec la dimension métier, c'est que des clients de cette taille-là, aujourd'hui, ne réfléchissent plus France ou Italie ou Espagne, ils réfléchissent Europe. Et donc, grâce à notre positionnement aujourd'hui européen, qu'on essaye de renforcer tous les jours sur notamment des réflexions de croissance externe, on arrive à agréger effectivement une picture plus large et donc à accompagner des clients qui nous font confiance sur la durée parce qu'on fait de la qualité, sur des spectres de développement cross-pays. Là, on vient de signer un contrat important européen. Exactement. Merci. Donc. Merci. Dernière question sur l'autocontrôle, donc qui est très important. Vous avez des possibilités d'en faire quelque chose. Donc peut-être un point là-dessus. Et puis, et sinon, une question plus juridico-technique. Je ne connais pas le droit belge par cœur. Si jamais vous deviez à un moment décider de l'annuler, cet autocontrôle, est-ce que, vu que vous dépasseriez les 50%, vous devriez lancer une OPA? Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre? Non, alors on ne serait pas obligé. Dans le droit belge, c'est assez différent du droit français. Par exemple, on peut acheter autant de titres qu'on veut.
il n'y a pas une limitation. On peut racheter encore 10, 20, 30, 40 millions de titres. Si jamais il baissait, ce qui est toujours possible, c'est ce qu'on ferait. Mais c'est pas, le but n'est pas là. Moi, le but, c'est d'avoir une équipe motivée, des gens passionnés, avoir un métier qui me passionne. À mon âge, c'est pas d'emporter de l'argent au cimetière, ça n'a aucun intérêt. C'est par contre d'avoir une belle réussite chez Econocom et surtout travailler avec des gens qui ont le sourire, qui ont envie de se battre et qui croient. Et donc, cet autocontrôle, pour le moment, j'ai des propositions pour le racheter. Donc, ça voudrait dire, si on le vendait en bloc, qu'il y ait un actionnaire extérieur puissant qui puisse intervenir sur la stratégie du groupe. Pour le moment, l'équipe n'en a pas envie, j'en ai pas envie. Il y a une autre façon de faire, ça serait et ça nous est proposé aussi, et on va plutôt dans cette direction-là, ça serait, le jour où on aura besoin, ça serait d'émettre une nouvelle convertible sur ces actions à, par exemple, 4 €, ou si le cours montait à 3,50, ça serait peut-être à 5 €. Donc ça serait un volant sur une convertible avec des taux assez faibles, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Là, on a émis une obligation au printemps dernier avec un taux, tout compris, à 2%, taux fixe sur 3, 5 et 7 ans. Donc on s'est pas mal protégé, on est même très bien protégé sur les augmentations des taux. Ça répond à la question de monsieur tout à l'heure qui s'inquiétait. Et donc, à mon avis, l'idéal, ça serait d'avoir une convertible à 5 ans qui nous apporterait entre 180 et 220 millions de cash. Au téléphone, vous avez des questions, Benjamin? Oui, on a plusieurs questions. Alors, je vais d'abord poser 2 questions qui complètent 2 questions qui ont été posées. Sur les autres charges opérationnelles, quel est le niveau normal de charges opérationnelles qu'on voit pour le groupe et est-ce qu'on l'atteindra l'année prochaine ou d'ici quand on l'atteindra? La deuxième question sur les activités non poursuivies, quel est le produit de cession qu'on voit qu'on verrait lié à ces activités non poursuivies? Ce qui marche, il marche pas. Merci beaucoup. Sur les autres charges opérationnelles, c'est difficile de donner vraiment un montant récurrent moyenne entre guillemets. On a eu pas mal de ces charges opérationnelles les années précédentes. Il y a le programme de Drakkar, la réduction du coût qu'on a eu. Il y a des éléments qu'on vient d'évoquer. Le fait qu'on a nous donné notre guidance 2023 sur une amélioration de notre résultat net sur l'année, ça va pour en partie aussi venir normalement des réductions de ces autres charges opérationnelles, dont on a la forte ambition de les diminuer pour les années à venir. Quand on regarde après sur la cession de l'activité là, on n'est pas aujourd'hui dans la situation où on va partager les éléments financiers là-dessus. Ça va venir ultérieurement. Une question assez générale sur notre sentiment des affaires pour 2022, si on rentre un peu plus dans le détail, en particulier sur PNS. Comment explique-t-on, malgré la forte croissance, la baisse de marge opérationnelle? Et est-ce qu'elle va se poursuivre en 2023? Alors, les éléments d'explication ont été donnés par Patrick tout à l'heure. Il y a eu une conjoncture économique qui a fait qu'il y a eu un renchérissement de certains coûts, les coûts de transport notamment, les coûts de certaines matières premières et du coup l'évolution qui a baissé légèrement notre marge. Voilà. Mais les perspectives sont plutôt bonnes dans notre service, enfin dans notre activité de produits et solutions. Il y a eu une forte croissance ces dernières années, mais qui s'explique aussi par ce qui s'est passé sur le marché. C'est-à-dire sur le marché, il y a eu un effet incroyable de consommation en raison du confinement. Les ménages et les entreprises et les administrations sont équipés fortement en produits mobiles. Et là, on voit qu'une baisse arrive, mais elle est plutôt dans le grand public. Et on a un marché qui est plutôt stable dans le B2B. Donc on a plutôt des perspectives qui sont raisonnables, prudentes, mais qui sont quand même dynamiques pour le marché B2B du matériel. J'espère que ça répond à la question posée. Toujours sur les marges.
quel niveau de marge voit-on pour le métier de l'audiovisuel et pour le métier du reconditionnement? C'est bien, il marche, c'est très bien. Bon, sur l'audiovisuel, nous sommes à des taux de marge aujourd'hui qui sont comparables à ce qu'on voit sur la partie produits et solutions de manière consolidée, un petit peu au-dessus. Et je pense que c'est un trend qui peut continuer, qui peut s'améliorer, parce qu'en effet, du moment quand on commence de s'inscrire à une approche plus européenne et avec des relations plus globales avec certains grands fournisseurs, ça pourrait que donner des upsides aussi pour nous au niveau des prix d'achat, les conditions d'achat, etc. Alors, je pense qu'on peut s'attendre à une légère augmentation sur les marges sur cette partie-là, qui va aussi nous permettre du coup d'investir et de continuer de croître sur cette activité à l'international. Sur le reconditionnement, en fait, la question porte sur la marge ou sur le current? Sur la marge? Qu'est-ce qui a posé la question? Ah oui, c'est une question qui... Sur la marge, aujourd'hui, de ce que nous avons, sur l'activité que nous avons en France, on est plutôt sur un taux de marge qui est aux alentours de 26%. Donc ça va dépendre des acquisitions que nous allons faire, et puis ça dépend aussi de la structure de production. Je pense que la marge va être inhérente à cela. Oui, je parle de marge brute, oui. Donc sur notre budget 2023 et sur notre plan 555, quelle part de croissance organique versus quelle part de croissance externe? Grosso modo, disons 5% en organique, donc, et le reste par croissance externe, c'est-à-dire, disons sur un bon milliard, il y aurait, d'ici 2024, il y aurait à peu près 300 millions en organique et 700 millions par acquisition, avec un coût d'acquisition entre 3 et 4 milliards, disons 350 millions, non, entre 300 et 400 millions. On pense faire à peu près pour 350 millions d'acquisition et croissance organique pour environ 300 à 400 millions. 2 tiers, 1 tiers. Donc si on reste sur la croissance externe, est-ce qu'aujourd'hui le groupe voit comme un problème le multiple auquel il est tradé versus des multiples marchés autour de 8 sur lesquels le groupe est positionné? Alors aujourd'hui, c'est une opportunité puisqu'on peut en racheter pas cher. Donc c'est ce qu'on vient de faire. On vient de 265 millions de titres. On est tombé à 179, donc il y a eu un petit peu de rachat, comme vous voulez voir, sans dilution, donc on n'est pas dilué. Et donc si jamais les choses ne tournaient pas bien, on a toutes les lignes qu'il faut pour racheter. On peut même aller plus loin. Moi, je suis tout à fait prêt à réduire mon pourcentage dans le groupe si c'est bon pour son plan stratégique et s'il y a des acheteurs avec lesquels il y a de la synergie ou qui nous apportent quelque chose. Inversement, je vous dis, la convertible peut compenser cet effet un peu bas du groupe parce que ça nous permet de lever plus d'argent en étant éventuellement dilué ou pas dilué, ça dépend de l'évolution. Est-ce que le groupe peut donner des perspectives en 23 et en lien avec le plan 555 au niveau du ROC et du free cash flow? Non, sur notre guidance qu'on a partagé aujourd'hui, c'est notre guidance à aujourd'hui. Voilà. C'est une croissance globale à 5% comme on a évoqué. Et une amélioration sur notre résultat net consolidé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire des guidance sur ni les ROC ni notre situation de dette nette. Mais je pense qu'on a déjà évoqué quelques éléments liés à 2022. Et c'est une stratégie dans laquelle on continue de s'inscrire. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on donne un guidance là-dessus. Ah oui. Le résultat net consolidé s'améliorera, oui. C'est ce qu'on a présenté juste avant dans les guidance. Ouais. Je n'ai pas dit que sur l'action. J'ai dit le résultat net consolidé en tant que montant, le valeur, augmentera en 2023. Alors, pour le moment, il n'y a pas prévu d'émission d'actions. Il est possible qu'on se serve de ces actions pour une convertible. Il n'y aurait pas de dilution à ce stade. Il y a ce stade que si c'est converti. Et bien, qu'une de ces réflexions-là qui sont intégrées aujourd'hui dans les guidance qu'on a partagées. Pour être clair, les guidance qu'on a données sur les 5% de croissance et sur le résultat net consolidé en tant que valeur,
C'est-à-dire si tu as une situation as-is de groupe. Donc en lien avec le plan 555, comment voyez-vous l'évolution du cours de bourse Alors, je vais réfléchir. Où est le cours de bourse? Ah, je le vois là. Ben voilà, aux 5,50 € à 5 ans? Oh, non, non, j'espère bien plus que ça. Non, non, mais je m'en fous. Excusez-moi, mais franchement, ce n'est pas notre préoccupation. C'est une préoccupation en tant qu'outil. Donc, c'est des bonnes questions, puisque c'est notre préoccupation, ce n'est pas de gagner de l'argent. Notre préoccupation, c'est de servir la société, d'avoir un métier passionnant. L'argent est un outil pour le faire, mais l'objectif n'est pas de gagner de l'argent. Par exemple, les fonds d'investissement, dont l'objectif est de gagner de l'argent, rendent des sociétés. Et la première question qui se pose, c'est comment on sort? Non, on ne veut pas sortir d'Econocom. On veut avoir les 5 premières années formidables et servir à quelque chose en plus en suivant les règles de RSE qui nous sont proposées. C'est ça. Alors, forcément, pour continuer et pour que nos enfants puissent continuer, le fait de gagner de l'argent va aider, parce que si on ne gagne pas, l'aventure s'arrête. On est des entrepreneurs qui se voulons utiles, mais l'argent n'est qu'un outil derrière. L'argent n'est pas premier. Benjamin, c'est fini? Voilà, en ligne, ah zut, on ne va pas pouvoir les voir assez vite. L'ensemble ne peut pas tomber en panne, votre appareil. Là, on a soif. Allez-y, pardon. On a couvert l'ensemble des formidable. Merci, Benjamin. Alors, est-ce qu'il y a un courageux qui ose lever la main? Si, quand même. Ah ben voilà, merci. Non, non, franchement, je plaisantais. Mais pas longtemps. Non, mais c'est vraiment juste une question sur le secteur et peut-être plus lié à l'innovation, le futur, parce qu'il y a une génération qui vient là maintenant, qui est très tech-savvy, avec une accélération, Covid-19 qui a changé quand même le monde du travail. Et je suis juste curieuse comment Econocom voit ce genre de choses. Bah, au départ, on parlait d'informatique. On ne parle plus d'informatique, on parle de digital. Donc aujourd'hui, le digital envahit le monde entier. Il n'y a pas que... il y a les trains, les métros, les voitures, les salles de cinéma, les aéroports. Donc il n'y a pas de limite dans la mesure où notre savoir-faire, c'est mettre ces innovations en musique avec le procurement et le financement. Et une fois qu'on a réussi des opérations avec des grands clients, en général, on les réplique ailleurs. Donc pour nous, c'est qu'un effet d'aubaine. Plus il y a de digital, mieux on se porte. Super, merci. Merci. On se retrouve en bas pour un petit verre. Merci.